Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette 13e étape du Tour de France, une épreuve de vérité, la dernière de ce Tour de France, dernier contre-la-montre. Et un contre-la-montre atypique en boss, c'est pas arrivé souvent. On se souvient bien entendu du contre-la-montre de la super planche des belles filles, mais c'est quand même pas arrivé si souvent que ça sur les 20 dernières années. On se souvient également d'un contre-la-montre du côté de l'Alpe d'Huez. On parlera du parcours, on parlera également des problèmes de sécurité. Je devais en parler hier, pour tout vous dire, lors de la présentation de l'étape précédente, sauf que j'ai oublié. Donc on va le remettre en route sur cette étape, parce que je devais déjà en parler hier, parce que j'ai lu un article très intéressant du Parisien là-dessus, qui parlait de la sécurité. On a déjà eu des problèmes de sécurité sur 2 étapes, on y reviendra dans cette vidéo, parce que j'aurai un peu moins de choses à dire, notamment partie tourisme, donc on va en profiter également sur cette étape. Bon, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Étape particulière aujourd'hui, avec un contre-la-montre. Un contre-la-montre en boss, un exercice qui convient toujours bien aux grimpeurs. Alors c'est marrant parce que il y a des coureurs qui sont très bons dans ce domaine. Moi je me rappelle de Quintana. Quintana était super fort sur les contre-la-montre en boss. Et puis vous avez des grimpeurs, rouleurs, qui n'aiment pas vraiment ça. À l'inverse, qui sont très bons sur le contre-la-montre sur le plat, mais qui ne vont pas forcément exceller dans l'exercice du contre-la-montre en boss. Il y a une vraie gestion de l'effort à avoir. Il faut surtout pas exploser. Si tu exploses, ça peut être un calvaire sur ce genre d'étape. Donc il va falloir vraiment être doué. Normalement, la hiérarchie qu'on verra sur cette étape-là, c'est la hiérarchie, on va dire, des meilleurs grimpeurs de ce Tour de France. C'est plus les meilleurs grimpeurs du Tour de France qu'on va voir en termes de hiérarchie. Mais ça va être une étape quand même très intéressante à suivre. Encore une fois, le problème de ce contre-la-montre, c'est qu'on sait très bien que, je dirais, 80-85% des coureurs ne le feront pas à fond. Pourquoi je dis 80-85% des coureurs? Parce que, contrairement à Caen, là, les sprinteurs vont être obligés de le faire à fond. Les sprinteurs sont obligés de rentrer dans les délais. Donc ils peuvent pas trop... alors un Guilhermet ici, mais il y a quand même beaucoup de sprinteurs qui ne pourront pas le faire à 50% de leur capacité. Ils devront le faire à fond. Donc c'est vrai que sur la première heure de course, ça va être ça l'intérêt, c'est de voir ces coureurs qui sont mal classés, comment ils vont réussir à rester dans les délais, quel temps ils vont faire, est-ce que ça sera un temps suffisant pour rester en course à la fin de cette étape, même si les délais ont été allongés. C'est des délais importants par rapport à contre-la-montre classique, pardon. Et puis il va y avoir bien entendu le top 20 qui lui aussi va le faire à fond. A l'inverse, par rapport à Caen, les rouleurs, les spécialistes du chrono, je pense à Bruno Armirail, là, le feront sur leur allure, mais n'auront pas besoin de le faire à fond, à part s'ils doivent donner des temps intermédiaires à leurs leaders. Mais je pense que les leaders ont déjà des temps réalisés à l'entraînement, donc ils vont plutôt se fier aux temps réalisés à l'entraînement, réalisés lors du repérage du parcours, plutôt qu'au temps de leurs coéquipiers, à part si dans leur équipe vous avez des équipiers s'ils sont d'un très bon niveau, je pense à la Visma, mais encore une fois les coureurs étant extrêmement proches au départ, voilà, alors il y aura peut-être les temps de Sepkus qui seront intéressants du côté de la Visma. Pour les grimpeurs qui n'aiment pas, le contre-la-montre, je pense à Félix Gall notamment, je pense pourquoi pas à Enric Mas. Normalement l'écart de temps va être plus faible que sur un contre-la-montre sur le plat de même durée. Là on est sur un chrono qui va être aux alentours de 35 minutes selon les organisateurs. Bon 35 minutes c'était à peu près le chrono du côté de Caen. Je pense que les écarts seront plus faibles, enfin j'espère pour un Enric Mas, que s'il se reprend encore le même écart que du côté de Caen, oui, là il faudra jouer autre chose que le général du côté du coureur espagnol.
Donc voilà, et puis avantage à ceux qui sont passés par le Tour de Suisse, ça je l'avais noté, parce que ceux qui ont fait le Tour de Suisse, ils ont fait un contre-la-montre en bosse le dernier jour, sur une distance qui était à peu près similaire, alors avec moins d'irrégularité dans la pente, mais sur une distance qui était similaire. Donc c'est vrai que ceux qui sont passés par le Tour de Suisse, notamment Félix Gall, parce que Almeida n'est plus là, mais Félix Gall et Kevin Vauquelin auront peut-être un petit avantage parce qu'ils se seront exercés dans la discipline, ce qui n'est pas le cas de d'autres coureurs qui ne l'auront fait qu'à l'entraînement. On va parler des problèmes de sécurité sur cette deuxième semaine, donc encore une fois, je devais en parler sur l'étape précédente, lors de la présentation de l'étape précédente, et puis j'ai oublié de le faire. Forcément, on en reparle. On a déjà eu des problèmes de sécurité sur ce Tour de France. On a quand même eu un policier qui a été blessé du côté de l'étape de Rouen par une personne déstabilisée au niveau psychologique, on va dire ça comme ça, qui a décidé de s'en prendre à la foule, hein, et heureusement il a été arrêté très vite, je crois par des CRS, hein, je crois, sur place. Forcément, on a aussi un contexte en France qui est compliqué, et on va passer dans des régions où le contexte social est difficile. On l'a déjà vu, je pense, du côté de l'Aube. On se souvient, hein, des agriculteurs qui avaient essayé de bloquer la course du Tour de France, et il y avait eu les fameux gaz lacrymogènes. C'était déjà il y a quelques années. On est, je crois, en plus dans des zones qui sont gérées par la coordination rurale, donc qui sont peut-être un peu plus excités que la FNSEA de ce côté-là. Donc il va falloir se méfier également dans certaines zones au niveau des agriculteurs. Il va falloir également se méfier, encore une fois, des personnes hostiles à Emmanuel Macron. Et autant vous dire que vu les annonces de François Bayrou au niveau du budget de la France, ça va pas faire plaisir à beaucoup de gens. Or, Emmanuel Macron doit être sur les routes du Tour de France. On sera du côté de Pau. Du côté de Pau, je ne serais pas surpris qu'il y ait également François Bayrou qui soit présent, vu que c'est sa ville, Pau, même si techniquement il n'est plus maire de Pau, c'est encore sa ville. Et puis, n'oublions pas également qu'on passe pas loin de territoire au niveau de la A69, et notamment, je pense qu'une des étapes à risque, c'est l'étape de dimanche, qui sera une étape à risque, mais voilà, la A69 également, cette autoroute qui doit désenclaver, on va dire, Toulouse, un petit peu, enfin, qui doit permettre d'aller plus rapidement de Toulouse à Bordeaux, je crois que c'est ça, hein, la A69, c'est au niveau de Toulouse, mais une autoroute contestée, avec des travaux qui étaient arrêtés, qui ont été repris, notamment avec des décisions du Conseil d'État. Donc là aussi, on risque d'avoir des problèmes de sécurité sur cette deuxième semaine. C'est une deuxième semaine à haut risque. On rajoute à cela, bien entendu, le conflit israélo-palestinien. Mais ça, c'est un risque qui est présent sur les courses de cyclisme depuis le début de saison. Et on en avait déjà parlé sur la chaîne. Parce qu'il y a une personne qui m'a reproché, qui m'a dit si au final tu mets en avant le mec qui a été plaqué sur l'étape numéro 11. Alors déjà, j'ai quand même signifié à plusieurs reprises que c'était la pire idée pour parler du conflit, et que j'ai dit que dans 2 jours, on s'en souviendra plus. Et pour vous dire que c'était quand même la pire idée pour parler du conflit, c'est que ça fait depuis toute la journée, on n'a parlé que du plaquage, hein, du mec d'ASO, pas du tout du conflit israélo-palestinien, de la participation d'Israël. Comme quoi, il a vraiment bien réussi son coup d'éclat, ce monsieur. Ça a vraiment parlé énormément du conflit israélo-palestinien. Et ensuite, c'est un problème qu'on a depuis le début de saison, et depuis l'an dernier, hein, depuis toute la saison 2024, déjà on a eu ce problème-là, avec Israël qui a défait sur les voitures et sur les véhicules le mot Israël. Et aussi, on en avait vu sur la Flèche Wallonne, notamment que des associations belges ne voulaient pas qu'Israël, que cette équipe-là participe à la Flèche Wallonne. Enfin, c'est un problème qu'on a depuis 2 ans, hein, avec cette équipe. Alors, je rappelle, c'est vrai que l'équipe, techniquement, n'est pas financée par de l'argent officiel israélien, normalement. C'est l'argent de Sylvain Adam.
Sauf que l'idée est de mettre en avant quand même Israël. Hein. Donc on est quand même sur une équipe pays. En sachant que je rappelle que UAE, techniquement, c'est pas les Émirats qui financent, c'est Emirates, donc c'est les avions. Astana, normalement, ce sont des entreprises privées qui financent. Pareil du côté d'XDS, ce ne sont pas les Chinois directement qui financent, c'est une entreprise chinoise. Mais je rappelle également que Gazprom, c'était la même chose. Techniquement, c'était pas Poutine qui finançait, c'était Gazprom, certes, il y a Poutine, mais c'était normalement l'argent de Gazprom, et c'était la filière allemande de Gazprom qui finançait l'équipe. À la fin, pourtant, l'UCI a interdit à cette équipe de participer à des compétitions. Donc, de toute façon, on va avoir de plus en plus des problèmes. Moi, c'est pour ça que je suis pour les budgets capés aussi, c'est pour qu'on arrête d'avoir ces entreprises États, ces sponsors pays qui financent des équipes. Plus les budgets vont être importants, plus il va falloir des sponsors qui aient des budgets importants. Donc on va tomber force. Ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir, on ait le Qatar, par exemple, qui décide à un moment de financer une équipe. Hein. On va avoir de plus en plus ce problème-là de sponsors pays. Voilà. Alors je dis pas que les ondes sponsors, c'est pas top. Hein. Je dis pas que la FDJ, c'est fantastique. Hein. Je dis pas qu'Unibet, c'est fantastique au niveau des paris sportifs. Mais la différence, pour moi, c'est que tu as le droit de pas faire de paris sportifs et que les paris sportifs n'engagent pas de guerre. Ces pays-là engagent des guerres. Un pays peut engager une guerre. Les paris sportifs, ça respecte les droits de l'homme, normalement. Voilà, ils te mettent pas une balle comme ça sur la tête pour faire des paris sportifs. Ou pour prendre un crédit chez Cofidis. On ne met pas une balle dans la tête, c'est toi qui fais un choix de prendre un crédit, c'est toi qui fais un choix derrière. Alors qu'après, il y ait des publics qui soient plus fragiles que d'autres. Oui, je suis d'accord, mais à la fin, c'est toi qui fais ton choix. C'est toi qui as décidé de prendre un crédit, et maintenant, normalement, tu dois connaître les risques sur un crédit. C'est toi qui décides de faire des paris sportifs. Bah, normalement, tu dois savoir aussi au bout d'un moment que les paris sportifs, c'est dangereux. Et en plus, je le dis quand même assez souvent dans les vidéos. Et je le disais encore plus avant, hein, mais là j'ai un peu arrêté parce que je pense aussi que ça commence à saouler des gens, que je suis pas pour les paris sportifs en plus, hein, donc me reprocher ça c'est quand même très drôle. Et du côté d'Israël, comme j'ai dit, sur l'équipe, on en a déjà parlé lors de la présentation de l'équipe, j'en avais parlé que les résultats étaient quand même bons pour une équipe qui travaillait dans un contexte difficile et où j'avais dit mais en même temps, quand tu décides d'intégrer cette équipe-là, tu sais que tu vas être ambassadeur de ce pays. Donc c'est à toi de décider aussi à un moment si tu veux rejoindre ce type de formation. On en avait parlé, hein, parce que quand on m'a reproché que j'en avais parlé de Israël et de Gaza, qu'à ce moment-là, parce que le mec s'est fait plaquer. Non, j'en ai déjà parlé avant, hein, mais il faut regarder les vidéos d'avant de temps en temps quand même. C'est bien, quand on parle d'une personne, de regarder ce qu'elle a fait auparavant. Hein, c'est toujours intéressant quand même. Donc voilà, et problème de sécurité parce que oui, on a tous ces problèmes-là qui se mélangent. Donc c'est sûr qu'on va arriver sur des étapes, il va falloir faire très attention, notamment sur ce contre-la-montre parce qu'on peut avoir des coureurs qui se fassent renverser par des spectateurs, donc il va falloir faire très attention à ce qui va se passer sur cette étape du côté notamment des coureurs de la formation israélienne. Je pense... On le sait déjà dans les hôtels, ils sont tout seuls maintenant, l'équipe Israël, ils ne sont pas accompagnés d'autres formations pour avoir une surveillance policière accrue. Je ne serais pas surpris que là, on mette une protection supplémentaire accrue au départ des coureurs de la formation israélienne aussi, parce qu'on sait que les risques sont augmentés du côté de cette étape. Voilà, donc il va falloir faire attention, mais on est maintenant dans un contexte sécuritaire qui est à risque, et contrairement aux Jeux Olympiques où on avait renforcer énormément le nombre de policiers qui avait été impressionnant lors des Jeux Olympiques, notamment lors de la cérémonie d'ouverture. Pour le moment, j'ai pas l'impression que ça soit le cas du côté de ce Tour de France. On est à peu près sur le même dispositif que les années précédentes. Donc j'ai peur qu'on ait à un moment des problèmes. J'espère que non, mais j'ai peur qu'on ait des problèmes. Fin de cette parenthèse sécurité. On parle du dénivelé positif de cette étape. 675 mètres. C'est le contre-la-montre le plus dur, c'est la 19e étape dans ce classement, mais je rappelle qu'elle ne fait que 11 km, je crois, de tête. Classement de la montagne, 10 points au maximum, et classement par points du maillot vert, eh bien on aura 20 points à l'arrivée. Allez, on regarde tout de suite
le parcours de cette étape. Hop là! Eh bien, vous voyez, on part de Loudanviel pour aller du côté de Peyragudes. Donc, col de première catégorie Peyragudes. Je ne sais pas s'il y aura une cellule au début du départ de la côte ou est-ce qu'on prendra les temps pour les temps de la montée et pour savoir qui prendra les points du classement de la montagne entre Escadou et Peyragudes. Parce que ça peut changer un petit peu, hein. Vous voyez, il y a quand même 3 km, 1 km pardon, entre Armenteuil et Escadou. Donc est-ce qu'on prendra les temps à partir d'Escadou ou est-ce qu'il y aura une cellule à Armenteuil? Donc chrono de 11 petits kilomètres, mais avec 8 km de bosse. Voilà, hein, donc ça va être très compliqué pour les coureurs. La montée de Peyragudes, on la regarde tout de suite. Bah, il y a des gros pourcentages à Peyragudes qui sont en plus très bien disposés par rapport à la durée de la montée, hein. Il y a déjà une première très grosse rampe à partir de 3 km de montée et entre 3 et 4, en sachant qu'elle commence même un petit peu avant, hein, dans cette portion-là, entre 2 km et demi, je dirais, et 4 km. C'est là où on va avoir des très très gros pourcentages pendant 1 km et demi, donc là ça va être très intéressant. Ensuite, on retrouve des pentes un peu plus simples aux alentours de 7%. Et puis, vous avez cette deuxième rampe ici, entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7, à 9,7%. Et en fait, les deux derniers kilomètres sont compliqués parce que certes, ensuite, on est sur du 7,8, mais les 200-300 derniers mètres sont de nouveau extrêmement pentus. Donc, il ne faudra vraiment pas exploser, il faudra garder du jus, hein, pour cette dernière partie de montée, pour ces 2 derniers kilomètres, parce que sinon on risque réellement d'exploser terriblement du côté de cette arrivée. Au niveau technique sur le parcours, donc vous voyez, hein, les 2 premiers kilomètres, il y aura une épingle, il y aura cet enchaînement là où il faudra faire attention. Voilà, mais c'est vraiment ces 2 enchaînements là. L'épingle au niveau du temps intermédiaire à Escadaou, voilà. Puis après il y a 2 autres épingles à 4 km 800 et à 4 km. Une dernière épingle mais assez large, on va dire à 2 km 300. Et puis cet enchaînement là à côté de l'altiport pour récupérer l'altiport. Donc aux alentours de 800-700 mètres, la petite chicane également. Avant la dernière ligne droite, dernière ligne droite, qui fait 400 mètres, voilà, dont 100 mètres à vue, avec une montée de 8 km, voilà, 7,9% largeur de la route, 6 mètres, voilà, du côté de l'altiport de Peyragudes, donc il sera le final de cette étape, voilà, de cette 13e étape du Tour de France. On regarde tout de suite le tourisme. Du côté du tourisme de la ville de Loudanviel, eh bien on a ce magnifique cinéma qui est le cinéma Arik Shaw. On en avait déjà parlé, hein, je crois, l'an dernier. Il est dans une vieille ferme restaurée, donc c'est vrai que c'est un cinéma assez atypique, où vous allez retrouver donc les dernières nouveautés du 7e art, et puis peut-être le dernier film de Kev Adams. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a... Voilà. J'ai dit ça, c'est financé par le CNC. Voilà, fantastique. Avec un musée très innovant, vous avez les technologies modernes et originales qui racontent l'histoire du pays, en plus du cinéma proprement dit. Donc vous avez une salle de projection, la salle du milieu montagnard et de l'habitat et la salle de l'art religieux. Voilà, donc c'est mi-musée, mi-cinéma. On continue avec le lac de Génos, Loudanviel. Magnifique lac, vous pouvez marcher autour, vous le voyez voilà, à l'écran, vous voyez un petit peu même la ville, en partie, la ville de Loudanviel, bordée d'estives, de petits villages et d'une forêt. C'est un lieu de rencontre et de jeu pour tout le monde. Plusieurs points de départ qui permettent d'en faire le tour. Puis vous avez des aires de jeu pour les enfants, pêche, canotage, canoë, parcours suspendu dans les arbres. Donc vraiment un lieu très intéressant. Bien entendu, dès qu'on fait une vidéo sur le tourisme,
Maintenant, je le fais presque exprès. Hein. On tombe sur des eaux thermales avec le site Balnéa, qui est le premier complexe de détente en eau thermale des Pyrénées françaises et un lieu idéal pour recharger ses batteries. Voilà. Si vous êtes au bout du rouleau à la fin du Tour de France et du Tour de France Femmes, un petit tour à Balnéa. On est au pied des stations de ski de Péragude et du Val Louron et au bord donc du fameux lac dont je vous ai parlé. Alors les vertus immémoriales de l'eau à travers 6 bains thématiques différents, bain amérindien, bain romain, bain inca, bain maya et les bains japonais et bain olympiens. Voilà, donc si à la fin vous avez encore des problèmes de dos ou des problèmes, je sais pas de... Voilà, si vous êtes encore fatigué, vous êtes encore au bout du rouleau, bah là je ne sais plus quoi faire pour vous après avoir passé autant de temps dans les eaux thermales. Et puis on termine avec le moulin. C'est le moulin de Saoussas qui date de 1937. Alors, un moulin à eau a été construit juste après la Révolution. Il a été construit près du village de Loudanvielle. Alors, il fonctionna jusqu'en 1937, année où la prise d'eau fut détruite par une crue de la Neste du Louron. Afin de faire revivre cette activité, il fut reconstruit sur l'emplacement d'origine. Les meules, très bien préservés, ont repris du service dans une magnifique bâtisse où la pierre de la région et le bois sont à l'honneur. C'est un véritable musée de la meunerie. Les meules fonctionnent avec la force de l'eau. Les objets, les outillages présentés datent pour la plupart du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Et on peut également, on a un écomusée, on a également une cave avec des fromages des Pyrénées qui sont affinés directement dans cette cave, et puis des produits régionaux. C'est ouvert au public l'été, donc normalement, si vous êtes dans le coin, vous pouvez y aller. On passe désormais aux spécialités locales, on en avait déjà parlé également l'an dernier, la tourte des Pyrénées aux myrtilles. Alors c'est vrai que nous, on a tendance, par chez moi, une tourte, c'est 2 pâtes l'une sur l'autre. Voilà, des sortes de pâtes à tarte, de pâtes feuilletées, voilà, qu'on met l'une sur l'autre. Là, ça ressemble plus à une sorte de brioche. Ça doit être un mélange entre une brioche et un peu quelque chose de plus rustique, comme le kouglof. Donc c'est une tourte nature aux myrtilles. Alors c'était un plat qui était servi lors des fêtes de famille, mariage ou communion. Maintenant on la mange au petit déjeuner, au goûter ou au dessert. C'est le cadeau idéal, hein, parce que ça se transporte bien. Également si vous êtes en voyage. Voilà. Donc c'est de la farine, hein, c'est une pâte, une sorte de pâte fermentée, hein, un petit peu qu'on va faire lever. Et puis ensuite on va rajouter des myrtilles. Et elle a des blancs en neige également, cette pâte. Non, on la fait pas monter, pardon, je dis une bêtise, on la fait pas monter. On utilise les blancs en neige. Voilà, c'est pas une pâte où on va servir de la levure et faire un temps de pouce, il n'y a pas de temps de pouce. Voilà. De ce que je regarde de la recette rapidement, et bien entendu de la myrtille, ça cuit quand même assez longtemps, hein, 55 minutes à 165 degrés. C'est pour ça que la mie doit être un petit peu dense. Voilà, du côté de ce gâteau, de cette brioche. Voilà, cette tourte des Pyrénées, donc à la myrtille. Il faut savoir qu'on est dans un coin où il y a beaucoup de fruits, des myrtilles, tous ces petits fruits rouges, voilà, que l'on retrouve énormément, hein, du côté des Pyrénées. On les retrouve également dans les Alpes. On parle également de la frenette. La frenette, en fait, c'est une boisson qui est faite à base de frêne. Voilà. Alors on appelle ça également le cidre de frêne. C'est une boisson fermentée, voilà, donc alcoolisée. Alors le degré d'alcool est quand même assez faible, on est à 3,5%, donc ça se rapproche d'un cidre, d'un petit cidre, d'un cidre doux du côté du taux d'alcool. Alors on en fabrique également en Normandie et en Picardie. Voilà, et la frenette à l'époque se buvait au cours de repas, hein, au dîner, au souper, au repas du soir. On la coupait avec de l'eau. Il y avait environ 50-50 pour les adultes et puis 80-20
pour les enfants. C'est vrai qu'il faut rappeler aussi que dans les cantines, pendant très longtemps, on avait le droit d'avoir du vin pour les enfants dans les cantines. Et là, ça date pas d'il y a tant de temps que ça que les règles ont changé. Ça doit être une cinquantaine d'années, un truc comme ça, qu'on n'a plus le droit de servir. Alors peut-être des années 50, je dirais. Donc 70 ans maintenant, qu'on n'a plus le droit de servir de vin dans les cantines. Voilà, donc c'est une boisson fermentée, donc cidre de frêne à base de frêne. Voilà, donc un goût qui doit être assez particulier. En fait, on utilise les feuilles de frêne que l'on va sécher pour créer cette boisson. Parce que j'ai regardé un petit peu, il y a un site internet d'un des fabricants de cette spécialité. On peut voir un petit peu comment c'est produit. Et puis je termine avec le haricot tarbais. Ce haricot qui est une production locale du sud-ouest de la France. L'aire de production s'étend dans les Hautes-Pyrénées, mais également un peu dans la Haute-Garonne et dans les Pyrénées-Atlantiques. Label rouge depuis 1997, IGP depuis 2000. Donc indication géographique protégée. Et il y a un cahier des charges spécifique. Voilà. Alors il est originaire du Nouveau Monde, ce haricot qui a traversé les Pyrénées. Et qui s'est implanté dans les plaines de Tarbes au début du XVIIIe siècle. Et la culture du haricot renaît en 1986. Il est aujourd'hui produit sur des filets en plastique, mais parfois vous avez des particuliers qui continuent de le produire un peu à la même manière que les anciens, c'est-à-dire sur des hampes sur les hampes du maïs, voilà, qui mélangent à la fois culture du maïs et culture du haricot. Voilà. Donc ce haricot qu'on peut utiliser notamment dans du cassoulet, qu'on peut utiliser dans de la garbure également, les plats locaux dont on a déjà parlé. Voilà, du côté de ce haricot tarbais, on passe tout de suite à la partie histoire de ce Tour de France. On va parler du Tour de France 2018 avec l'étape numéro 17. Déjà une étape atypique à l'époque et qui avait fait beaucoup parler. Moi j'avais trouvé que ça n'avait eu aucun intérêt parce que j'ai vu l'étape en intégralité. De toute façon là, vu le temps de durée d'étape, c'était en intégralité. Mais une étape qui n'avait pas donné grand chose et pourtant à l'époque Christian Prudhomme avait essayé de casser les codes à l'époque. Alors c'était une journée de seulement 65 petits kilomètres avec 3 cols au programme. On avait donc Péragude, également en passant par Perresourde, on avait le Val-Louron-Azé et le col du Portet. Pour finir, il y avait seulement 4 km de plat et le départ avait fait énormément parler parce qu'on avait trouvé ça complètement ridicule. C'était un départ format VTT ou grille de Formule 1, c'est-à-dire qu'on avait fait des blocs de départ alors les 20 premiers partaient comme si c'était une grille de départ et puis ensuite on avait fait des blocs de départ, c'est-à-dire du 20 au 40 c'était un sas de départ, 40-60 un autre sas de départ, ainsi de suite, jusqu'au dernier du classement qui partait donc 4-5 minutes après les autres. Sauf que, ça n'avait absolument rien donné, vu qu'au bout de 2-3 km, en fait, tout le monde s'était réuni. Peut-être que si on avait fait en situation inverse, avec des groupes de départ qui étaient beaucoup plus écartés, ça aurait peut-être changé la donne. Mais là, dans cette situation-là, ça n'avait pas donné grand-chose. Si on avait fait partir les moins bons en premier avec genre 20 minutes d'avance sur les meilleurs du classement général, le format aurait peut-être été différent, mais un petit peu fouillou quand même pour les téléspectateurs. Donc après 500 mètres de course, même pas 2 km, 500 mètres de course, tout le monde se rejoint. Et Tanel Kangert part à l'avant au kilomètre 2. Il va faire toute la montée de Péragurde en première position. Il est poursuivi par le maillot à pois de l'époque, Julien Alaphilippe, Christian Durasek de la UAE, Nicolas Hédé et Rada de la Cofidis. Derrière eux, on retrouve un groupe avec notamment Valverde et Maïka. Quintana, lui, va subir 2 crevaisons dans la première montée et sur la deuxième, tu sens ça commence à le chauffer un petit peu. Il reste calme, mais bon, tu sens qu'il va pas falloir qu'il y ait un autre problème mécanique parce que sinon, il est capable de balancer le vélo sur la voiture de la Movistar à l'époque. Surtout que c'était un tour qui était quand même pas super pour Quintana
à l'époque. Dans les descentes, eh bien, Alaphilippe et Duracek reviennent sur Kangerk et dans la montée du Val Louron-Azé, le trio reste uni et il passe avec seulement 2 minutes 10 d'avance sur le peloton. Oui, l'écart ne se fait absolument pas parce que dans le peloton, AG2R fait le forcing avec un très bon Pierre Latour pour aider Romain Bardet. Mais la Sky n'est pas perturbée par ce rythme infernal. On arrive au pied du porté, Kangerk se retrouve seul, Quintana attaque dans le peloton, il rejoint Maïka qui était en chasse-patate et Valverde qui va faire le tempo pour l'aider un maximum. Dan Martin accélère aussi mais il ne revient pas sur ce petit groupe. À 8 km 500 de l'arrivée, Kangerk est dépassé par le duo de poursuivants. Derrière, la Sky n'est absolument pas menacée. À 6 km 500, le Colombien s'en va tout seul et il ne sera jamais repris. Dans le peloton à 2 km de l'arrivée, Tom Dumoulin accélère, suivi par Roglic et Geraint Thomas. Le Gallois est tout seul pour la Sky car Froome a craqué et il est protégé. Enfin, il est même aidé par un petit jeune à l'époque, Chris Froome. Je ne sais pas si vous le connaissez, après derrière, certains Egan Bernal. Bon, je pense qu'il fera une petite carrière jusqu'à un accident dans un bus avec un vélo de contre-la-montre. On a l'impression à ce moment-là de la fin d'une ère chez Sky avec la défaillance de Chris Froome et Geraint Thomas. On sent presque une petite passation avec Geraint Thomas. Mais la passation, ça sera peut-être plus avec Egan Bernal. Et puis en fait, le changement d'air, c'est peut-être plus aujourd'hui maintenant avec l'arrivée du sponsor Total Energy. Alors vous vous dites, j'ai pas reparlé de Romain Bardet. Oui, il a fait rouler son équipe, Romain Bardet. Mais Romain Bardet n'était pas dans une grande journée. Et en fait, il va perdre pas mal de temps. Il va être lâché à 7-6 km du sommet. Et il va vivre une fin d'étape vraiment extrêmement compliquée. Je me souviens qu'à l'époque, il avait dit en interview, il pensait avoir des bonnes jambes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il avait fait rouler son équipe. Et puis, il avait complètement craqué derrière. Il avait même été assez déçu pour ses équipiers. À l'arrivée d'étape, il était vraiment abattu. Romain Bardet, pour ceux qui se souviennent de son interview, ce jour-là. On passe à René Abadi, le coureur du jour. Alors, un coureur du jour pas extrêmement connu, René Abadi, mais on n'a pas beaucoup de coureurs qui sont passés par la région. Et puis j'ai déjà parlé plusieurs reprises de Bruno Armirail, donc j'essaye de changer de temps en temps. René Abadi, donc coureur dans les années 60, qui a participé aux Jeux Olympiques du côté de Rome, non, du côté de Melbourne, pardon, en 56, où ça avait été une réussite avec Alain Mimoun sur le marathon, qui avait battu notamment Zatopek. Mais sur ces Jeux Olympiques d'été 56, sur la course en ligne, il avait pris la 27e place. Alors, il n'aura pas forcément énormément de résultats chez les professionnels, hein, on va pas se mentir. Sur ses années professionnelles de 57 à 63. Pas de victoire chez les pros, seulement 2 participations à des grands tours, un Tour de France, un Tour d'Espagne. Le Tour de France, il s'arrête à la 7e étape. Le Tour d'Espagne, c'était encore plus tôt. Abandon dès la 2e étape de la Volta 63. C'est même la dernière course qu'il a réalisée selon Pro Cycling Stats. Il fera également 2e du Grand Prix d'Aix-en-Provence en 1962. Il remportera le classement général du Tour de l'Ariège en 1960 et le circuit d'Aquitaine en 57 également. Voilà, du côté de sa carrière. On passe à la météo. Du côté de la météo, on va regarder un petit peu de nouveau le parcours du côté de la météo. Grand soleil, normalement pas de soucis de ce côté-là, avec également des températures entre 23 et 21 degrés, parce que voilà, même du côté de Loudanvielle, on est quand même quasiment à 1000 mètres d'altitude. Et puis on aura un vent de nord du côté de cette étape, entre 15 et 30 km/h, donc de face jusqu'au premier point intermédiaire, qui est ici. Donc là, on aura un vent de face, puis un vent de dos jusque dans les derniers kilomètres où il sera de côté. Voilà pour le dernier kilomètre et demi. Donc voilà, un vent de face, puis un vent de dos, qui va aider les coureurs un petit peu à monter jusqu'à l'altiport, forcément. Du côté de la stratégie, il faut bien gérer son effort pour pas craquer. Pour moi, il faut en garder. Il faut vraiment pas partir trop fort sur les 2-3 km de plat, parce que c'est pas là où va se faire l'écart.
Vous pouvez perdre 15 secondes, 20 secondes, l'écart il va se faire ensuite et il va se faire dans les forts pourcentages. C'est là où il va pas falloir craquer. Et moi je pense que dans les 2 derniers kilomètres, il faut être en capacité d'en remettre. C'est ces 2 derniers kilomètres là qui vont être vraiment importants. Tu peux perdre 30, 40 secondes si tu te tasses complètement, si tu t'écrases complètement dans cette dernière partie de montée. Donc c'est vraiment là où il va falloir faire attention. Il faut bien avoir repéré la montée, avoir des temps de repère, parce que c'est pas tes équipiers qui vont pouvoir t'aider tant que ça dans ce registre-là. Donc il faut avoir des temps de repère sur pas mal d'endroits. Donc il faut avoir fait la montée déjà à plusieurs reprises pour avoir ces temps de repère, ces points de repère au niveau chronométrique. Et puis l'échauffement. L'échauffement va pas être évident, parce qu'il faut à la fois être chaud quand même, parce que tu peux pas t'échauffer sur les 2 premiers kilomètres, voilà, sinon tu perdrais là beaucoup trop de temps. Donc il faut quand même être chaud au départ, mais il faut pas perdre trop d'énergie, faut pas être en dette d'oxygène. On rappelle qu'on est quand même à 1000 mètres d'altitude, c'est pas un échauffement au niveau de la mer, on est quand même à 1000 mètres d'altitude, donc au niveau, il y a un peu moins de densité en termes d'oxygène. Et puis oui, il va falloir être chaud au départ, mais pas trop chaud, pas trop froid non plus, donc il va falloir... l'échauffement va être vraiment atypique et il va falloir vraiment que les entraîneurs soient très attentifs à cela, que les coureurs aussi soient très attentifs à cela du côté de cette étape, mais ça va être vraiment un exercice atypique. Du côté de mes favoris, je prends quand même des coureurs qui savent à la fois bien grimper et rouler en contre-la-montre, mais Vingegaard, c'est le moment de reprendre du temps du côté de Vingegaard, du côté de cette étape. Je rappelle que je fais la présentation de cette journée sans avoir vu l'étape de Takam, hein. L'étape de Takam n'est même pas encore partie, pour tout vous dire. Donc je fais vraiment la présentation tôt. Donc il se peut que, voilà, avec l'étape de Takam, ça change la hiérarchie, bien entendu. Pogacar, je pense quand même qu'il sera performant, même s'il est tombé 48 heures avant. Je pense que Pogacar arrivera à être performant. Je pense que la chute, il a réussi à éviter le pire, comme l'a très bien dit Jackie Durand du côté d'Eurosport. Lipovic. Oui, parce que là, c'est un travail au seuil. En biathlon, le ski de fond, c'est un travail au seuil. C'est un coureur qui est très bon, sans forcément travailler énormément le contre-la-montre, sans forcément avoir une position exceptionnelle sur le vélo. Il est bon sur le contre-la-montre. Donc là, en montagne, dans un exercice où la position aéro va pas avoir autant d'intérêt, je pense qu'il peut vraiment faire une belle montée aujourd'hui, Lipovic, au niveau de la gestion d'effort. Et puis en grosse cote, je tente Buitrago, qui n'aura rien à perdre, qui part un petit peu avant, donc s'il y avait une chouille de pluie, ça peut peut-être aider un petit peu pour Buitrago, mais c'est un exercice qu'il aime bien. Normalement, le chrono à Tours était pas mauvais du côté de Buitrago pour un grimpeur colombien, et je pense qu'il peut être pas mal également dans cet exercice-là. Du côté du coureur colombien, allez, programme télé, premier départ 13h10, dernier départ se fera à 17h05 pour une arrivée donc prévue. 17h31, je crois que c'est un petit peu après, hein. Maintenant je crois qu'ils ont décalé les horaires de départ par rapport à moi ce que j'avais pris au niveau du dernier départ, en sachant que le premier départ sera peut-être un petit peu plus tardif parce que j'ai pris c'est les départs qui étaient prévus avant le départ du Tour de France. Donc voilà, comme on a un peu moins de coureurs, il se peut que le premier départ se fasse un petit peu plus tard à ce moment-là. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouvera le soir pour faire le débrief de ce contre-la-montre, juste après, peut-être pour un petit débrief rapide du côté du YouTube en short. Et puis nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation d'une nouvelle étape, avec un départ depuis Pau. Oh là là, comme c'est disruptif, comme c'est original du côté du Tour de France pour une arrivée. J'ai oublié l'arrivée demain, donc je vais regarder ma petite fiche, parce que j'ai complètement oublié l'étape. On arrive où demain déjà sur le Tour de France? Comme je ne pourrais pas vous dire, je ne sais plus. On arrive dans les Pyrénées, mais j'ai oublié, je vais vous regarder ça. Au niveau de l'étape donc de cette étape-là, ça sera Super Bagnères, voilà, parce que j'avais oublié, en passant par le Tourmalet. Là aussi c'est original, hein, de partir de Pau et de passer par le Tourmalet. Waouh! Christian Prudhomme casse les codes. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.